Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'évaluation du strain myocardique en pratique clinique. Je m'appelle Najib Amoudi, je suis cardiologue à l'hôpital de la Pied-Salpêtrière et j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer cette session en direct de l'hôpital Saint-Antoine. Donc ce webinaire fait partie d'une série de 4 qui se sont déroulées ces 4 dernières semaines. Le premier a été animé par le docteur Stéphane Ederi concernant l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche grâce aux outils de déformation. Le second animé par le docteur Laurie Soula-Dufour concernant l'évaluation de la fonction atriale avec le strain. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de co-animer avec le professeur Ariel Cohen l'évaluation du ventricule droit. Et cette 4e et dernière session est prévue comme étant une session de synthèse résumant les messages clés des sessions précédentes. Je vous rappelle que cette session se veut être interactive et que vous avez la possibilité sur la plateforme de poser toutes vos questions. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de passer la parole au docteur Laurie Soula-Dufour de l'hôpital Saint-Antoine, experte reconnue dans le domaine de la déformation myocardique, qui va nous faire sa présentation. Merci Laurie. Bonjour à tous, merci Najib pour cette introduction. Le but de la session d'aujourd'hui, comme vous l'a précisé Najib, c'est de refaire finalement une synthèse de ces 3 dernières sessions et de mettre en avant finalement les points qui nous seront utiles en pratique clinique pour bien utiliser le strain, bien faire nos acquisitions et avoir des mesures fiable, correcte et exploitable en pratique clinique. Donc, tout d'abord, on va se concentrer sur le ventricule gauche et comme vous vous rappelez, on avait donc Stéphane Ederi, vous avez pris l'exemple de la cardio-oncologie pour parler de la valeur additive de l'évaluation de la déformation du ventricule gauche dans l'évaluation clinique de nos patients. Et donc, sur de nombreuses études qui nous avaient présentées, on peut retenir finalement les grands messages clés. Le strain ventriculaire gauche en cardio-oncologie avait un intérêt pour classer les patients, notamment par rapport à leur risque de mortalité, avait aussi un intérêt chez les patients traités par anthracycline pour les classer selon leurs événements cliniques, et avait aussi un intérêt dans le cadre de myocardite lié au traitement anticancéreux. Tous ces points et l'intérêt du strain étaient bien sûr aussi retenus dans les guidelines. Comme vous le savez, au-delà de la FEVG, les guidelines soulignent l'intérêt du strain, notamment pour diagnostiquer des dysfonctions ventriculaires gauche infracliniques et détecter très précocement les toxicités liées aux chimiothérapies anticancéreuses. Et la question, finalement, quand on voit tous ces papiers, la question qu'on a, c'est finalement comment pouvons-nous faire pour améliorer l'évaluation de la déformation ventriculaire gauche en pratique clinique. En pratique, quand on évalue la déformation du ventricule gauche, le premier point vraiment important, on avait parlé, notamment Najib en avait parlé beaucoup pour le ventricule droit, c'est vraiment l'incidence dans laquelle vous évaluez votre déformation myocardique. Et pour le ventricule gauche, il faut souligner vraiment l'importance d'avoir une vue non tronquée pour évaluer correctement la déformation ventriculaire gauche. Ici, je vous ai mis en exemple une image extraite d'un papier récent de l'année dernière qui montre bien en fait que quand on fait une acquisition 2D sur le ventricule gauche, on peut distinguer 2 types de vues. La vue optimale où on a un long axe vraiment étendu du ventricule gauche, où on détecte bien l'endocarde du VG. Et puis parfois, on a des vues tronquées où si vous regardez bien sur l'image de droite, le long axe est, vous voyez, un peu rétréci, et puis on a l'apex qui paraît un peu épaissi. Et donc, ce qui souligne dans ce papier, c'est que finalement, quand on utilise ces vues tronquées pour faire du strain, eh ben, les résultats de strain vont être différents que dans une vue optimale. Et donc, il va y avoir un accroissement, une augmentation du strain dans ces vues tronquées, notamment du strain endocardique et du strain médio-VG.
Et ce qui montre en analyse segmentaire du strain, il montre que bien sûr les segments qui sont le plus affectés par, par cette mauvaise incidence, c'est les segments médiaux, VG et apicaux. Il montre aussi que c'est finalement le strain endocardique plus que le strain médio-VG qui est encore plus affecté par cette erreur d'acquisition. Donc vraiment un point important, l'optimisation de l'image en 2 dimensions quand vous commencez votre acquisition pour réaliser du strain VG. Il faut aussi bien regarder votre machine et bien comprendre quel type de strain effectue votre machine, parce que selon les softwares, vous pouvez avoir un résultat qui correspond à un strain endocardique, un strain médio-VG, un strain épicardique ou un strain concernant la totalité de l'épaisseur ventriculaire gauche. Donc il faut bien noter ça et avoir ça en tête quand vous faites du strain. Regardez dans les paramètres de strain quel type de strain finalement la machine vous donne dans vos résultats. Au niveau de la segmentation VG, la segmentation en fait diffère un petit peu selon le type de logiciel. Alors au cours de l'évolution des différents softwares, actuellement on passe plus sur une segmentation pour le ventricule gauche à 6 segments. Ça permet en fait d'avoir une segmentation, on va dire, plus homogène, avec des segments qui ont tous la même longueur. Quand vous travaillez avec des segmentations, quand vous travaillez avec un modèle à 17 segments, avec l'apex qui reste marqué dans votre segmentation, finalement les segments n'ont pas tous la même longueur, donc pour le calcul du strain c'est un petit peu plus compliqué. Alors finalement travailler avec soit un modèle 16 segments ou 18 segments c'est un peu plus simple pour le calcul du strain VG global. Sur la présentation du résultat, donc le strain ventriculaire gauche, comme vous le savez, on va avoir une valeur qui est négative et finalement le début le pic du QRS va être finalement le repère pour définir notre télédiastole et le début de l'enregistrement de la déformation myocardique. Donc, en télésystole, notre pic de déformation va être un pic négatif pour le ventricule gauche. Il y a parfois des papiers qui utilisent d'autres, plutôt que le strain télésystolique, vous avez des papiers parfois qui utilisent d'autres repères, mais dans les recommandations, ce qui est mis en avant, c'est vraiment cette valeur de strain télésystolique qu'il faut utiliser le plus fréquemment en routine. Et à propos de l'expression des valeurs de strain ventriculaire gauche, il y a parfois une certaine confusion, et même quand on parle à l'oral du strain, parfois on s'en mêle un peu les pinceaux. Donc le plus simple, comme vous parlez de valeurs négatives pour le ventricule gauche, quand vous parlez d'augmentation ou de diminution du strain, il faut que vous réfléchissiez en valeur absolue. Donc l'augmentation du strain ventriculaire gauche veut dire en fait que le nombre devient plus négatif et la diminution du strain ventriculaire gauche veut dire que le nombre la valeur de strain devient moins négative. Et donc il faut vraiment faire attention à bien préciser dans vos résultats si vous parlez d'une valeur positive ou négative du strain. Dans les recommandations de Roberto Lang en 2015, en valeur absolue, la valeur normale chez un sujet sain du strain ventriculaire gauche, qui était retenu comme cutoff, c'était une valeur absolue de 20%. Nous avions aussi parlé lors d'une session précédente de l'intérêt du strain de l'oreillette gauche. Donc, le strain ventriculaire gauche, c'est vraiment une thématique, on va dire, qui est le centre de travaux de recherche depuis vraiment de nombreuses années. L'oreillette gauche, c'est un petit peu plus récent. On avait discuté lors de la dernière session de l'intérêt de l'évaluation du strain de l'oreillette gauche dans la fibrillation atriale, avec notamment des données qui nous montraient que les patients avec un strain de l'oreillette gauche altéré avaient un risque dans le suivi d'AVC, d'infarctus cérébraux plus élevé. On avait aussi regardé certaines études qui, dans l'insuffisance cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, nous montraient que les patients avec un strain altéré avaient une survie diminuée et un nombre d'événements cardiovasculaires augmenté. Et on avait aussi montré certaines données de la littérature, notamment dans l'évaluation des valvulopathies, et ici l'exemple d'un papier sur une sténose
sur l'évaluation des sténoses aortiques qui montrait que les patients avec un strain de l'oreillette gauche altéré avaient un moins bon pronostic dans le suivi à long terme. Donc toutes ces données nous montraient vraiment l'intérêt en pratique clinique de l'évaluation de la déformation de l'oreillette gauche. Et donc, si vous, demain, vous devez utiliser les softwares pour évaluer l'oreillette gauche, comment en pratique vraiment optimiser vos mesures et votre évaluation? Donc, comme pour le ventricule gauche, le point vraiment essentiel, c'est vraiment avoir une vue optimale de votre oreillette gauche, une vue non tronquée. Donc, en fait, comme pour le ventricule gauche, si vous regardez un peu votre oreillette gauche, vous allez voir que selon la manière dont vous inclinez votre sonde en incidence apicale, vous pouvez tronquer votre oreillette. Et j'allais même dire que parfois, un peu par défaut, on la tronque beaucoup parce qu'on est peut-être de manière un peu éducationnelle selon notre entraînement en écho, on a beaucoup été formés pour travailler sur le ventricule gauche et l'oreillette gauche, finalement, des fois les mesures sont peut-être un peu rapides, donc il faut vraiment s'astreindre à avoir une vue ciblée sur l'oreillette gauche et dégager au mieux les parois de l'oreillette gauche. Et donc, comme vous voyez sur les images à droite, l'image la plus à droite, c'est une vue ciblée sur l'oreillette gauche où finalement l'opérateur, vous voyez, va tronquer le VG et va dégager au contraire au maximum les parois de l'oreillette gauche. Donc, une fois que vous avez cette vue-là, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un software dédié pour l'analyse de l'oreillette gauche. En fait, pendant longtemps, les gens qui faisaient de l'analyse de déformation de l'oreillette utilisaient des softwares VG qui détournaient finalement pour travailler sur l'oreillette. Et donc maintenant, les constructeurs ont développé vraiment des outils dédiés à l'analyse de l'oreillette. Donc, il faut vraiment utiliser ces outils au mieux. Ces outils aussi, ce qui est mis dans les recommandations, c'est qu'il faut utiliser des outils qui donnent des images dynamiques de l'analyse du tracking de la paroi de l'oreillette. En effet, si vous avez une image dynamique, vous pouvez bien vérifier tout au long du cycle cardiaque que la détection est correcte au cours du cycle. Juste cette diapositive pour vous rappeler les différents strains que la machine va vous donner une fois que vous mettez en route le software. Donc vous avez le strain réservoir, donc c'est vraiment le strain qui est le plus étudié dans la littérature, le plus robuste. Ce strain réservoir, il correspond à quoi? C'est la déformation de l'oreillette pendant la phase réservoir de l'oreillette gauche. Donc, vous vous rappelez, c'est la phase où il va y avoir un afflux sanguin via les veines pulmonaires et vous avez une extension de l'oreillette gauche. Ce strain est positif. Le début de l'analyse du strain pour l'oreillette, c'est la télédiastole, le pic du QRS, et donc ce strain réservoir est une valeur positive. En deuxième phase, à l'ouverture de la valve mitrale, vous allez avoir la déformation de l'oreillette pendant la phase conduit. C'est la phase passive de l'oreillette gauche où de manière passive, le sang va passer de l'auger vers le ventricule gauche. Et puis en toute fin de diastole, vous avez cette phase active de l'oreillette où vous allez calculer la déformation de l'oreillette pendant la contraction de l'oreillette. Et donc là, on a ce dernier strain, ce strain contractile. Et donc, avec ce schéma, vous comprenez bien que le strain conduit et le strain contractile sont deux strains négatifs. Et donc, il faut vraiment les exprimer de manière négative dans vos résultats. Donc, dans les recommandations, comme je vous le disais plus tôt, il faut vraiment s'astreindre à faire cette vue non tronquée de l'oreillette gauche pour évaluer cette déformation. Et donc, après, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on fait une 4 cavités? Est-ce qu'on fait une 4 et une 2 cavités? Est-ce qu'on fait une 4, une 2 et une 3 cavités sur l'oreillette gauche? Les recommandations disent plutôt une 4 cavités, mais ils considèrent comme une option le fait de pouvoir faire un strain longitudinal biplan, finalement en moyennant une 4 et une 2 cavités. Et il faut que vous sachiez, pour votre connaissance, que dans certains papiers, certains auteurs vont même plus loin, ils font aussi 4, 2, 3. Mais c'est des choses qui sont des données qui sont quand même un peu plus rares.
La télédiastole ventriculaire, ça je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est recommandé comme le début de l'analyse du strain. Et puis, donc, quand on exprime nos résultats, on exprime bien le réservoir, le conduit et la phase contractile. Et donc, pour les valeurs normales, pour avoir un peu un ordre d'idée dans la tête avant pour interpréter nos résultats de strain, sur une méta-analyse de près de 3000 patients, ce qui a été retenu chez le sujet sain comme valeur normale en valeur absolue. C'était un strain réservoir à plus 39%, un strain conduit à moins 23% et un strain contractile à moins 17%. Et troisième grande partie qui avait été présentée donc, par le professeur Hamoudi à propos donc, de l'intérêt du strain dans l'évaluation du ventricule droit. Donc, comme pour les thématiques précédentes, de nombreuses études se sont intéressées à la place du strain VD en pratique clinique, avec différents seuils selon les pathologies étudiées. Dans l'hypertension pulmonaire, sur le strain de la paroi libre du VD, l'intérêt de l'évaluation du strain pour stratifier les patients selon leur survie. L'intérêt aussi dans insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou à fraction d'éjection préservée, comme dans ce papier où on trouvait un seuil à moins 17,5% pour distinguer les populations avec un risque de décès augmenté. Et puis à droite, pareil, l'intérêt du strain VD pour classer des patients qui avaient une cardiopathie gauche, un intérêt pronostic de ce strain ventriculaire droit avec un seuil à moins 22%. Donc vraiment des études qui sont croissantes pour marquer l'intérêt de l'évaluation de ce strain VD en pratique clinique, même si le professeur Hamoudi avait bien souligné que en pratique, voilà, actuellement, les gens utilisent plus le TAPS, l'onde-S, et le professeur Hamoudi avait vraiment souligné aussi l'intérêt d'avoir une évaluation multiparamétrique, mais dans le multiparamétrique, actuellement, le strain VD occupe voilà, une faible place, et donc c'est vraiment à nous d'intégrer cet outil dans notre pratique clinique pour augmenter finalement la précision de notre évaluation de la fonction VD. Donc, comment faire une bonne mesure de strain VD et comment finalement pouvoir intégrer cet outil-là de manière fiable dans notre évaluation du ventricule droit. Donc, il avait été bien souligné lors de la présentation l'importance de cette vue dédiée sur le ventricule droit. Donc, vraiment, là, dans l'encadré jaune, extrait des recommandations, les auteurs insistent bien sur l'intérêt de cette vue dédiée pour bien dégager la paroi libre du VD, une paroi qu'on peut vraiment tronquer dans une incidence 4 cavités classique. Donc ça doit vraiment faire partie de votre acquisition de routine pour vraiment évaluer correctement votre ventricule droit. Donc, une fois qu'on a fait cette incidence dédiée sur les cavités droites, le logiciel va tracer une région d'intérêt et les guidelines soulignent aussi sur le ventricule droit l'intérêt d'avoir un film dynamique pour bien détecter le tracking, bien détecter le mouvement et le tracking de l'ensemble du ventricule droit. Pour étudier la déformation du ventricule droit, les guidelines soulignent bien l'intérêt d'utiliser un logiciel dédié. Donc, comme pour l'oreillette gauche, en fait, pendant longtemps, les gens ont utilisé le logiciel VG qu'ils ont détourné sur le ventricule droit pour faire de la déformation VD. Et donc, maintenant, on a des modes qui sont vraiment dédiés, qui sont beaucoup plus performants pour le tracking du ventricule droit. Et c'est vraiment ces softwares-là qu'il faut utiliser. La déformation du ventricule droit, donc ce qui est le plus robuste dans la littérature, c'est le strain longitudinal. Donc c'est ce qui a été le plus étudié et au vu de la morphologie du VD, c'est quand même ce qui paraît le plus robuste dans l'évaluation de la déformation du VD. Comme pour le VG, il est souligné que quand on fait un strain du ventricule droit, il faut bien connaître ce que fait sa machine. Est-ce que sa machine fait du strain endocardique, médio VD ou prend la paroi complète?
Et pour le strain VD, il y a eu donc un débat dans la littérature, mais finalement ce qui est retenu maintenant, c'est vraiment de faire le strain de la paroi libre du ventricule droit. Paroi libre comme présenté sur le schéma que vous pouvez diviser en 3 segments, le segment basal, médian et apical. Il est plutôt conseillé de ne pas prendre en compte le strain du septum interventriculaire qui donc par définition appartient aussi au ventricule gauche, et donc plutôt utiliser la moyenne de ces 3 segments de la paroi libre du VD. Et donc, pour avoir un ordre d'idées en tête, au niveau de la valeur normale de la déformation de la paroi libre du VD chez un sujet sain, en valeur absolue, on a des valeurs qui sont autour de 20%. Et donc, vous n'oubliez pas non plus, j'ai pas remis de schéma sur le ventricule droit, mais comme pour le ventricule gauche, le strain VD, c'est une valeur qui est négative. Hein. Vous avez le même aspect de courbe que pour le ventricule gauche. Et donc, la déformation, le pic de déformation du ventricule droit sera négatif, donc une valeur à moins 20%. Donc, dans la dernière partie de cette présentation, je vous ai mis juste des cas vraiment très simples pour vous montrer des exemples de calcul de déformation, des exemples en live où à la fois sur le VG, l'oreillette gauche, le ventricule droit, l'opérateur met en route le software pour calculer sa déformation. Donc, le premier exemple c'est un calcul de strain du ventricule gauche. Donc, en fait, de manière très simple, à partir de votre incidence 4, 2 et 3 cavités, vous allez en fait sélectionner ces 3 boucles et après, vous allez dans le logiciel de strain qui est dédié à l'analyse du ventricule gauche. Donc, vous lancez votre logiciel. Hop, on va lancer la vidéo de suite. Et donc, dès que vous avez sélectionné vos 3 boucles et que vous lancez votre logiciel d'analyse de déformation, vous voyez qu'automatiquement, vous allez avoir une détection endocardique de votre ventricule gauche, et donc vous avez automatiquement votre bull eyes avec la représentation du strain de chaque segment myocardique. Vous pouvez faire afficher, comme c'est présenté dans la vidéo, les courbes de déformation pour chaque cavité. Donc là, vous êtes en incidence 4 cavités et vous affichez les courbes de déformation. Si vous voulez aller sur la 2 cavités, vous cliquez sur la 2 cavités et vous avez les courbes de déformation des 6 segments de la 2 cavités. Et de la même manière, sur la 3 cavités, vous cliquez sur la 3 cavités et vous avez les courbes automatiquement qui apparaissent sur la paroi, l'incidence que vous avez sélectionnée. Donc là, vous pouvez refaire aussi apparaître votre œil de bœuf. Et cette détection automatique qui est faite par le logiciel, donc là, vous avez bien, vous voyez cette vidéo là où vous avez la vérification de votre tracking, et donc vous pouvez modifier aussi vous-même le tracking automatique. Si vous n'êtes pas d'accord avec le tracking du logiciel, vous pouvez manuellement modifier dans chaque cavité, modifier un ou plusieurs points, et vous relancez l'analyse de votre déformation ventriculaire gauche, et donc votre machine automatiquement calcule une nouvelle déformation de la cavité qui a été modifiée et un nouveau strain VG global longitudinal. Donc, vous voyez, l'analyse est rapide. Vous avez une détection automatique. Donc, on n'est plus dans les logiciels où on avait des détections semi-automatiques, où on plaçait des points et après, le logiciel s'adaptait pour le tracking. Là, vous voyez, c'est complètement automatisé. Mais vous avez encore la main, si vous voulez, pour modifier le tracking. L'exemple numéro 2, c'est la réalisation d'un strain de l'oreillette gauche. Donc, comme on l'a présenté dans les guidelines, vous sélectionnez votre boucle avec votre vue dédiée sur l'oreillette gauche, et après, vous allez sélectionner le logiciel de strain dédié
à l'analyse de l'oreillette gauche. Et donc, automatiquement, vous allez rentrer dans le software d'analyse, où là, vous voyez le software, en un clic, il a fait la détection automatique de l'endocarde, il trace le strain. Vous voyez la courbe de strain qui apparaît avec le pic de strain réservoir. Et donc, vous pouvez manuellement, comme tout à l'heure, modifier un point si vous n'êtes pas d'accord avec le tracking fait par le software. Et automatiquement, vous pouvez relancer l'analyse. Et donc, vous voyez, très rapidement, le software peut recalculer. Et donc, vous avez sur la première ligne le pic de strain réservoir, qui est un strain positif, et ensuite le strain conduit et le strain contractile, qui sont deux strains négatifs. Quelque chose aussi d'intéressant sur certains softwares, c'est la possibilité de travailler sur plusieurs cycles cardiaques. Ça peut être intéressant si on a, par exemple, on se rend compte en post-traitement qu'on a une partie du cycle où il y a un problème dans l'acquisition, où on a une extrasystole qui arrive au milieu du tracking ECG, et une fois que le malade est parti et qu'on a fait l'acquisition, parfois on est embêté quand on a juste un cycle cardiaque dans l'acquisition. Donc là, vous avez deux cycles, et donc vous voyez, on peut changer de cycle cardiaque et refaire finalement un strain sur le cycle précédent. Donc ça peut vraiment avoir un intérêt, notamment dans les travaux de recherche, si on veut faire des reproductibilités, tester les variabilités de l'évaluation du strain. Donc ça, c'est des outils qui sont intéressants. Et dernier exemple, un strain sur le ventricule droit. Donc comme on le disait précédemment, on sélectionne notre vue dédiée sur le ventricule droit, et donc on va sélectionner le software dédié à l'analyse du ventricule droit. Et donc, vous rentrez directement dans le software, et il va y avoir un tracking automatique de votre paroi libre du ventricule droit. Donc là, vous voyez, vous avez votre pic de déformation qui apparaît. Et comme pour les autres cavités, on va pouvoir manuellement, si on veut, faire varier quelques points. Mais vous voyez que le tracking, à chaque fois, je vous ai montré, mais c'est pour montrer l'utilisation du software qu'on peut faire varier des points, mais finalement, vous voyez qu'on fait très peu varier quand même le tracking. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plutôt le strain de la paroi libre qu'on utilise. Et donc là aussi, comme tout à l'heure, vous pouvez, faire varier cette espèce de ligne un peu temps mouvement, et vous pouvez repérer la diastole et la systole. Vous avez aussi le repère ECG, et vous pouvez changer de cycle et faire une analyse sur un autre cycle cardiaque de votre strain de la paroi libre. Vous voyez, et automatiquement, le calcul se fait, et donc vous avez cette analyse dynamique de la déformation biocardique qui permet de bien vérifier la qualité de votre tracking. Donc, en conclusion, après ces 3 sessions et cette session aujourd'hui finale, je pense que je parle au nom de tous les orateurs qui ont participé à ces sessions, mais j'espère qu'on vous a convaincu de l'intérêt en pratique clinique de l'évaluation du strain VG, du strain de l'oreillette gauche et du strain du ventricule droit. Il faut souligner l'importance de l'acquisition et du traitement des datas pour que le chiffre qu'on obtient soit un chiffre correct et qu'on puisse appliquer aux différentes situations cliniques de notre quotidien. L'évolution des softwares est quand même extrêmement intéressante ces dernières années, avec un caractère complètement automatisé de la détection qui quand même nous soulage d'un post-traitement qui parfois était quand même assez lourd dans les versions antérieures des softwares. Donc là, le caractère complètement automatique, et surtout aussi qu'on puisse aussi, nous, avec notre regard parfois un peu critique, avoir aussi complètement la main pour changer la déformation, le tracking. Donc ça, c'est extrêmement confortable. Et puis, les intérêts en pratique clinique, ils ont déjà été décrits, mais surtout, on dit que
il y a probablement plein de champs qu'on n'a pas encore explorés et qu'on va probablement dans les années qui arrivent voir des champs d'intérêt croissants dans différents types de pathologies. Je vous remercie pour votre attention et nous allons, je pense, passer aux questions. Merci beaucoup Laurie pour cette présentation très claire, très didactique et pour avoir respecté le temps, bien entendu. Ça nous laisse une large partie pour la discussion. Alors sans plus attendre, je vais commencer. On a de nombreuses questions en ligne et je vous encourage une nouvelle fois à compléter ces questions-là. Première question très pratique sur le strain du ventricule gauche. Globalement, la question est comment vérifier la qualité du tracking? Dans quelles conditions doit-on modifier le tracking? Et quand est-ce que je peux rendre un strain? Est-ce que si j'ai un segment qui manque sur une incidence, je dois ne pas rendre ce strain? Voilà globalement la question d'une des collègues qui regardent. Alors, c'est vrai normalement, si on se dit qu'on a un ou plus d'un segment manquant dans le tracking, ça veut dire qu'au niveau de notre définition de l'endocarde, on a un problème. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que dès qu'on a un segment manquant, plus d'un segment manquant, j'aurais plutôt tendance à ne pas interpréter le strain. Il faut vraiment avoir, surtout que maintenant, avec les machines qu'on a actuellement, qui sont quand même plus performantes pour la détection de l'endocarde, la qualité d'imagerie 2D a vraiment augmenté sur ces 10 dernières années. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, en 2020, je pense qu'on peut quand même exiger d'avoir un tracking parfait de l'ensemble des segments pour pouvoir rendre un strain interprétable. Si on commence, je pense, à dire... Dans ta pratique, tu as une faisabilité de combien ? Quelle est ta faisabilité du strain en routine clinique environ, hein? Sincèrement, en étant exigeant. Alors après, c'est une question piège parce qu'en fait, j'auto-sélectionne les patients éligibles pour faire du strain. Donc ça veut dire que dès que je vois que j'ai une échogénicité qui n'est pas bonne, je sais que ce malade-là, je pense que j'essaye même pas en fait de lancer mon logiciel de strain. Donc vraiment, le critère d'exigence, il se fait au moment de l'acquisition 2D. Et quand on a une bonne définition de l'endocarde en 2D, le logiciel, il marche à 100%. Mais je pense que c'est au départ, au moment où on appuie sur le bouton analyse du strain, il faut avoir une très bonne définition de l'endocarde. Et là, dans ces cas-là, maintenant, avec le logiciel actuel, on a plus de soucis. C'est mon expérience aussi. Effectivement, quand on a une mauvaise échogénicité, il ne faut pas faire de strain. Si on a une mauvaise imagerie 2D, on peut avoir des chiffres avec le strain, mais ça va être parfois des valeurs fantaisistes et pas certaines. Donc globalement, quand on a une bonne définition, et aujourd'hui, on a finalement, dans mon expérience, dans les cas pratiques, on arrive à mesurer un Simpson biplan. Finalement, on arrive à voir l'ensemble des segments et ça arrive à plus de 80% des cas en routine clinique. Deuxième question, concernant l'apport du strain chez les patients avec dysfonction systolique du ventricule gauche. C'est notre ami Michel qui pose cette question-là. Donc, tu l'as bien rappelé, et Stéphane avait insisté sur l'intérêt de diagnostiquer la dysfonction VG lorsque la fraction d'éjection est préservée, les dysfonctions infra-FEVG. Est-ce que tu l'utilises lorsque tu as une dysfonction systolique du ventricule gauche et à quoi ça sert? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut se dire finalement, le patient qui a une dysfonction systolique du ventricule gauche, finalement, je vois les choses visuellement, à quoi ça peut servir de faire un strain. Et j'ai fait il y a peu de temps une présentation sur la place de l'échographie dans l'insuffisance cardiaque. J'ai refait un peu la littérature et j'ai vu des papiers intéressants sur des auteurs qui utilisaient la déformation myocardique dans l'insuffisance cardiaque aiguë, et notamment chez des patients qui avaient une FEVG altérée. Et ils montraient très bien que finalement le pronostic des patients était complètement corrélé au strain ventriculaire gauche. Et donc, au-delà de la FEVG altérée, les patients dans le groupe FEVG altéré qui en plus avaient un strain VG qui était plus bas que d'autres patients, ces patients-là avaient encore un pronostic plus sévère. Donc je pense que même à FEVG altéré, je pense que c'est une strate supplémentaire pour la stratification du risque. Et on a certaines études qui montrent que
ces patients-là, sinon en plus un strain altéré, ils sont encore plus à risque d'événements. Donc ces papiers-là, j'avais vu ça dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Il y a peut-être d'autres données dans d'autres pathologies, mais je pense que même en cas de FEVG altéré, ça a un intérêt. Je ne sais pas ton expérience là-dessus, Najib. Très sincèrement, je l'utilise un petit peu moins dans cette partie-là. Ça me permet aussi de répondre à une question des personnes qui regardent concernant la fraction d'éjection préservée. Je l'utilise principalement, notamment en oncologie, lorsque la fraction d'éjection est préservée. Là, il faut évidemment le faire parce que ça diagnostique à un stade précoce la dysfonction VG. C'est vrai que je le fais moins souvent lorsque la fraction d'éjection est altérée, mais je me mets à le faire parce que ça prend de moins en moins de temps avec les outils modernes. Et d'autre part, souvent en pratique clinique, on arrive à voir des améliorations avant la FEVG. Donc c'est un signe d'une meilleure réponse thérapeutique. Mais c'est vrai que ça mérite d'être plus investigué, sans doute être un peu plus utilisé en routine. J'ai une autre question concernant l'analyse du strain pour le diagnostic de désynchronisation intraventriculaire gauche. Est-ce que tu l'utilises en routine et à quoi ça sert? Alors, pour l'analyse de la désynchronisation intraventriculaire gauche, je vous avoue que je l'utilise pas beaucoup, mais plus que l'analyse, je pense, du strain, peut-être que la personne veut poser comme question, c'est cette analyse, en fait, du temps du pic du strain. Je ne sais pas si vous avez vu sur le bull eyes, quand on présente un bull eyes, en fait, vous avez deux ronds qui apparaissent. Donc, à gauche, c'est le bull eyes classique avec le pic de strain. Et à droite, vous avez un temps, donc un bull eyes avec des temps. Et ces temps, en fait, correspondent au temps mis par le myocarde pour atteindre son pic de déformation. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une littérature croissante sur ces temps de pic de strain, et on se rend compte que finalement, l'idée, c'est plus le myocarde est altéré, plus ces temps augmentent, ces temps de pic de déformation. Et en fait, dans plein de thématiques, on montre que ces temps peuvent être un signe, un facteur pronostic, un signe de maladie plus grave. Donc c'est peut-être, je vous avoue que je ne m'avancerai pas parce que je ne sais pas, c'est peut-être utilisé en désynchronisation et ça peut être, je pense, un outil intéressant. Mais en effet, j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais ce temps pour arriver au pic de strain, c'est un paramètre aussi important et qui probablement dans les années à venir va être de plus en plus étudié. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord, c'est quelque chose qui est séduisant, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de définition ou de seuil clinique parfaitement applicable aujourd'hui. Autre question concernant l'intérêt du strain pour analyser la cinétique segmentaire du ventricule gauche, que ça soit sur toutes les échographies, je veux dire au repos. Est-ce que ça aide en routine à avoir une subtilité dans le diagnostic d'une dysfonction segmentaire du ventricule gauche? Et est-ce que tu l'utilises en imagerie de stress, que ce soit sous dobutamine ou à l'effort? Alors, sur la première partie de la question, il y a des travaux maintenant qui sont un peu anciens, mais qui avaient testé l'intérêt du strain, notamment chez des juniors. Pour l'analyse de la cinétique segmentaire, il y avait des papiers comme ça où en fait on testait un senior qui analysait le VG juste visuellement et un junior qui prenait l'analyse ventriculaire gauche plus le strain. Et on prouvait que le junior avec le strain arrivait à rejoindre le senior en termes d'analyse segmentaire. Alors c'est comme ça des fois que je le présente un peu à mes internes quand ils commencent à découvrir les outils de déformation. Je pense qu'en effet, en tout cas moi c'est vrai qu'en pratique parfois c'est ce que je fais quand j'ai un doute sur une cinétique VG ou j'ai des choses qui m'embêtent un petit peu. Je vais plus aller en effet voir en déformation si j'ai une baisse de la déformation myocardique dans le segment sur lequel j'ai un doute. Après, la limite qu'on a dans cette analyse-là, c'est que vous savez qu'actuellement, on dit plus que le strain s'interprète de manière globale et au niveau segmentaire, des fois, on a un peu du mal quand même à trouver un lien entre le segmentaire qu'on voit en 2D, le segmentaire qu'on a en strain. C'est plutôt une analyse globale qu'on fait du strain et
on nous met souvent en garde sur cette analyse segmentaire. Donc, bon, je dirais que parfois je m'en sers, mais j'ai toujours cette arrière-pensée en me disant non, Laurie, il ne faut pas que tu regardes le segmentaire et plutôt le global. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment encore bien tranché dans la littérature. Je pense que surtout, ça n'a pas été aussi testé avec les nouveaux outils qu'on a maintenant. Donc, je pense qu'il faut qu'on se donne un peu plus de recul sur ces points-là. Tu as raison, c'est exactement la même expérience que j'ai à titre personnel. J'encourage beaucoup nos jeunes collègues qui commencent à leur permettre de conforter leur impression visuelle et puis de renforcer la rigueur de l'acquisition pour bien définir l'endocar. Je pense que c'est un outil pédagogique extrêmement important et ça aide vraiment à progresser. Concernant l'effort, effectivement, aujourd'hui, on manque encore de données pour l'utiliser en routine et on a parfois des cas de vraie discordance entre l'analyse visuelle, qui reste la référence un œil expérimenté, et l'analyse automatique ou semi-automatique en strain. J'ai de multiples questions concernant l'analyse du sous-endocarde, du strain sous-épicardique et l'analyse de parois. Beaucoup de collègues posent la question disant qu'est-ce qu'il faut vraiment mesurer? Est-ce que les valeurs seuil sont identiques? Est-ce que le sous-endocardique est validé? En pratique, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Vous savez que j'ai relu les guidelines sur ce point-là parce que je me posais la même question que vous et j'ai pas trouvé la réponse. En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse et je pense que comme entre constructeurs, les choses ont été différentes ces dernières années. Je suis pas sûre qu'il y a un consensus qui a vraiment été trouvé. Alors cette question-là, en fait, elle est importante pour le ventricule gauche surtout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour l'oreillette gauche, en fait, la paroi de l'oreillette gauche est tellement fine que ce qui est recommandé d'être fait pour l'oreillette gauche et ce qui est fait dans les softwares, c'est un strain endocardique, d'accord? Parce que la paroi est tellement fine qu'on ne peut pas parler de strain médio ou de strain épi. Par contre, pour le ventricule gauche, en effet, c'est un point important. Pour le ventricule droit est beaucoup plus fin et il y a quand même un distinguo qui est fait dans les guidelines. En fait, ce qu'ils disent dans les guidelines, c'est qu'il faut que vous sachiez ce que fait votre software et quel type de strain vous rendez. Donc, pour savoir ce qu'on rend. Mais après, ils ne préconisent pas un type de strain plutôt qu'un autre. Donc, je ne pourrais pas vous dire clairement quel type de strain il faut utiliser, quoi. C'est juste qu'il faut que vous sachiez ce que votre machine vous rend. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variabilité sur les softs actuels. Il y a eu un gros effort, tu l'as rappelé, sur l'uniformisation des pratiques et des mesures, mais il y a encore beaucoup de machines qui vous rendent par défaut un strain sous-endocardique, d'autres mi-paroi et d'autres sous-épicardiques. Les recommandations actuelles, c'est plutôt pour le ventricule gauche de rendre une valeur sous-endocardique, puisque c'est un petit peu moins variable d'une part et d'autre part, il y a un petit peu mieux de tracking. Et malheureusement, ce n'est pas suivi par tous les constructeurs et on a une partie différence qui s'explique par ce biais-là. Ce d'autant, et élément important, les valeurs ne sont pas les mêmes. Les valeurs sont corrélées. Moi, je me suis amusé à faire ça et il y a eu des papiers dans le domaine où on mesure le sous-endo, le mi-paroi et le sous-épicardique. Ces valeurs sont très bien corrélées, mais les valeurs absolues sont très différentes. Donc, comme vous l'a dit Laurie, il faut savoir ce que fait votre logiciel. Idéalement, demander à ce que toutes les machines, quand on a un laboratoire avec plusieurs machines, même du même constructeur, rendent la valeur de strain de la même façon, sous-endo, mi-paroi ou sous-épi, on l'utilise quasiment pas. Donc, on parle de la même chose et bien marquer dans le compte-rendu la valeur ou la méthode qu'on a utilisée parce que ça va servir pour le suivi du malade. C'est très important en routine, notamment pour l'oncologie. Il y a encore toujours beaucoup de questions sur le ventricule gauche. Je vais devoir en sélectionner pour parler un peu des autres qualités. Il y a une question concernant la corrélation du strain ventriculaire gauche avec la mesure de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Alors, est-ce qu'il y a des données là-dessus? Quelle est ton expérience, Laurie?
Alors là, une fois de plus, j'ai en tête des papiers, mais plutôt anciens. On avait des formules en fait qui étaient faites pour, à partir du strain, évaluer les FEVG. Après, pour moi, en pratique, c'est quand même deux choses distinctes. Et je ferais pas. Je pense qu'il faut plutôt, voilà, les considérer comme outils distincts, hein. Comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, ces dysfonctions myocardiques qu'on recherche, notamment en cardio-oncologie, hein, c'est vraiment le domaine de la FEVG préservée avec strain altéré. Donc pour moi, c'est deux choses distinctes et qu'il faut plutôt essayer de distinguer. Mais je sais que voilà, des deux papiers, essayer de faire des corrélations, mais j'aurais plutôt tendance à les distinguer. Alors, il y a des papiers, effectivement, tu as raison, qui avaient étudié la corrélation entre le strain du ventricule gauche et la fraction d'éjection et qui ont montré des corrélations intéressantes. Je pense notamment à un papier de l'équipe de Saint-Antoine, de Nadia Ben-Younes notamment, qui a montré cette corrélation-là. Il y a même des papiers qui proposent des formules pour extraire la fraction d'éjection à partir du strain et inversement. Moi, je suis bien d'accord avec toi, ce sont deux choses différentes. Cependant, ces corrélations rappellent que les deux paramètres sont dépendants des conditions de charge et il ne faut pas les opposer sur ce point-là. C'est vrai que c'est une philosophie différente. D'un côté, on a les volumes, de l'autre côté, la paroi. Mais c'est vrai que le strain comme la fraction d'éjection sont dépendants des conditions de charge et de ce point de vue, ils ont un certain degré de corrélation. Mais effectivement, le strain, on va faire sur la fonction longitudinale. C'est beaucoup plus sensible que la fraction d'éjection dans les analyses précoces, notamment le strain sous-endocardique, et c'est une des autres raisons qui permet d'insister là-dessus sur les recommandations, c'est que dans le sous-endocarde, on a, comme vous le savez, principalement des fibres longitudinales qui sont plus sensibles à l'ischémie, et donc cette zone-là, l'analyse de cette zone-là, serait plus sensible et est plus sensible. Donc c'est des outils, de mon point de vue, très complémentaires, mais pas interchangeables, bien entendu. Je suis bien d'accord avec toi sur ce point. Alors, sur les autres aspects, on va peut-être... Ah oui, j'ai une dernière question peut-être sur le ventricule gauche et concernant le strain VG et la sclérodermie. On a une collègue qui pose la question. Est-ce qu'il y a un intérêt de mesurer le strain ventriculaire gauche dans la sclérodermie pour dépister ou diagnostiquer des altérations liées à la maladie? Alors, je pense qu'en effet, dans tout ce qui est maladie de système, l'analyse de la déformation a vraiment un intérêt peut-être qu'on sous-utilisé, nous, en pratique clinique, hein. Comme vous le savez, ces malades-là, quand on les suit en IRM, on se rend compte qu'ils ont une atteinte myocardique importante. Alors, pour la sclérodermie, en effet, ça commence par les cavités droites, mais vous avez une atteinte myocardique qui est globale. Et donc, je pense que c'est vraiment typiquement les pathologies où on peut faire de la déformation pour détecter des atteintes infracliniques. Donc oui, dans ce type de pathologie-là, oui, bien sûr. Très bien. Avant d'aborder l'OG, j'ai beaucoup de questions concernant la possibilité de revoir ces webinars. Alors, je vous informe que vous allez recevoir prochainement un mail global qui vous donne les liens et l'accès à la rediffusion, bien entendu, de l'ensemble de ces sessions. Rassurez-vous. Alors, maintenant, pour l'oreillette gauche, Laurie, ça intéresse beaucoup comme sujet. Alors, la première question qui m'est posée, c'est concernant les différentes phases. Donc, tu as bien montré qu'on peut analyser les différentes phases, la fonction réservoir, conduit et contraction. Si on doit commencer à rendre une fonction atriale, est-ce qu'on peut ou tu suggères de te concentrer plus sur une phase par rapport à une autre? Alors, je sais que c'est difficile, hein, parce que la fonction atriale, c'est très important et je sais que tu es très sensible au sujet. Bah, clairement, ce qui est le plus robuste et le plus étudié dans la littérature, c'est la fonction réservoir. Donc, si j'avais un paramètre à rendre sur la fonction de l'oreillette gauche, c'est le strain réservoir qui, comme on l'a vu, est le sommet de la courbe de la déformation. Donc, c'est une valeur qui est positive et on a dit, chez un sujet sain, si on doit retenir une norme, on est à plus 39 dans la méta-analyse de Patane. Donc, aussi, on retient 40, ok, en valeur à retenir. Après, les autres phases de strain sont un petit peu moins étudiées dans la littérature, peut-être un petit peu
plus variable dans les mesures. Mais je pense que ces deux autres phases, comme vous savez, votre software, il va vous rendre les trois phases, c'est assez confortable. Donc, bon, pourquoi pas mettre les trois, mais si on devait en garder qu'une, réservoir. Parfait. Question concernant le strain rate. Est-ce que tu regardes le strain rate pour analyser l'oreillette gauche? Alors, il y a beaucoup de papiers, notamment en IRM, quand ils analysent la déformation, ils vont plus s'intéresser au strain rate. Alors, je vous avoue que moi, j'ai plus l'habitude d'utiliser le strain que le strain rate. Mais voilà, il y a des équipes qui utilisent plus le strain rate. En IRM, parfois, ils utilisent aussi beaucoup le strain rate. Je pense que les méthodes, c'est juste une expression différente des datas. Et je pense que les deux méthodes sont bonnes. Hein. Moi, j'utilise personnellement, comme toi, principalement le strain en routine et le strain de la phase réservoir, effectivement, qui est pour lesquels on a le plus de données et le moins de variabilité. Concernant la pratique, dans quelle situation, donc est-ce que tu utilises le strain de façon systématique? Et sinon, dans quelle situation particulière tu trouves que c'est vraiment un plus par rapport aux outils conventionnels? En ce qui concerne l'oreillette? Alors, en ce qui concerne l'oreillette gauche, oui, tout à fait. Oui. Alors, en pratique, pour l'oreillette gauche, il y a plusieurs situations. Je pense que déjà, dans le bilan, moi j'aime bien l'utiliser dans le bilan d'infarctus cryptogénique, où finalement, parfois, on ne sait pas vraiment si le malade va faire de l'AFA, va pas faire de l'AFA. Donc, dans ce type de pathologie-là, j'aime bien voir si mon oreillette gauche a des stigmates d'altération de la déformation. Après, dans l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection préservée, je pense que c'est vraiment un bon outil et que c'est vraiment un outil qui demain va avoir une place croissante. Je pense que ça fait vraiment partie des situations caricaturales. Nous, on l'étudie actuellement aussi dans le cadre de la FA, dans le suivi des patients en FA, mais dans le cadre d'études et de protocoles de recherche pour évaluer notamment le risque de récidive chez des patients qui ont un retour en rythme sinusal. Ça a été prouvé dans la littérature que les patients avec un strain plus altéré, des patients revenus au rythme sinusal avec un strain plus altéré sont finalement plus à risque de refaire de l'AFA. Donc ça, on l'utilise. Donc je dirais, voilà, en premier, bilan d'infarctus cérébraux, 2, insuffisance cardiaque AFE altérée, AFE préservée, pardon, 3, FA. Et puis après, comme disait une des questions précédentes, dans tout ce qui va être, voilà, je vais rapidement, tout ce qui est maladie de système, maladie infiltrative, je vais aussi très fréquemment faire de l'analyse de strain de l'oreillette. Parfait. C'est également mon expérience. Nous sommes d'accord. Concernant le ventricule droit maintenant, alors il nous reste relativement peu de temps, mais on va essayer d'aborder cette qualité. La première question très pratique, alors combien de temps ça prend en routine? Les collègues disent le TAPS prend très peu de temps, le pic de l'onde S encore moins. Est-ce que le strain, combien de temps ça prend et est-ce que c'est vraiment utile de le faire en plus des autres paramètres? Les exemples que je vous montrais à la fin, c'était vraiment des exemples en live. Donc, vous avez vu qu'en fait, une fois que vous avez fait votre acquisition, en fait, c'est fini, en fait. Donc, c'est ça qui est... parce que je dirais presque, en fait, quand on réfléchit, quand on fait une onde S ou un TAPS, c'est presque plus compliqué parce qu'on doit s'axer, après mettre le curseur, rappuyer sur le bouton, vérifier que la trace est correcte. Donc, c'est presque... c'est un peu paradoxal ce que je vous dis parce qu'on peut se dire au premier abord, non, le strain, c'est plus compliqué. Mais finalement... Pour faire le strain, vous avez besoin de faire votre acquisition 2D et après, c'est fini. Après, vous appuyez sur un bouton qui fait tout et un software qui fait tout automatiquement. Bon, bien sûr, il faut prendre du recul, vérifier le tracking. Mais finalement, vous voyez, je dirais qu'en moins de 10 secondes, une fois que vous avez votre acquisition, vous avez votre strain VD. Donc, c'est vrai que je pense que vraiment... notamment, c'est vrai que la fonction VD, comme tu l'avais montré, Najib,
On sait qu'il faut être vigilant avec le ventricule droit, que c'est une cavité d'évaluation difficile en échographie, qu'il faut multiplier les incidences, multiplier les paramètres de fonction pour évaluer correctement la fonction du ventricule droit. Donc je pense que c'est vraiment la cavité par excellence où le strain a vraiment sa place. Alors c'est vrai que les nouveaux logiciels sont tout à fait impressionnants de rapidité. Et si on a un bon logiciel, c'est vrai que ça prend très peu de temps si on a, et tu l'as rappelé à juste titre, une acquisition de qualité. Donc je crois qu'il faut s'entraîner à s'axer sur le ventricule droit, même si on n'a pas de logiciel, parce que ça permet de bien s'aligner, ça permet de faire si on n'a pas de logiciel, un bon tap, une pique dans l'onde S, mais avec les nouveaux logiciels, une fois qu'on est axé, on a enregistré la boucle, on appuie sur un bouton et effectivement en moins de 10 secondes, on a cette analyse des 3 segments de la paroi libre du ventricule droit et je pense que c'est vraiment intéressant dans cette qualité d'évaluation difficile comme toi. Alors j'ai une question sur l'intérêt du strain ventriculaire droit et gauche dans l'évaluation des patients sportifs. Alors j'imagine que le collègue sous-entend faire la différence entre une CMD débutante, une dysfonction VG ou un remodelage physiologique du sportif. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ça, c'est une question difficile, Najib. Je t'avoue que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Peut-être t'en as plus que moi, non, dans cette thématique, Najib. Alors, je te remercie du cadeau. Alors, non, on a effectivement des personnes qui regardent, qui sont très vigilants. En pratique, moi, j'avais un petit peu regardé le strain VD chez le sportif, VD, OG et ventriculaire gauche, pour justement faire la différence entre le remodelage physiologique et pathologique. Principalement parce que je m'intéresse beaucoup à la drépanocytose, l'anémie chronique, et parfois on a des remodelages naturels qui ressemblent un peu aux sportifs. Et donc en pratique, ce qu'il y a dans la littérature, c'est que lorsqu'on fait du sport, en particulier du sport d'endurance, aérobie, on a un remodelage des 4 cavités avec une dilatation des cavités, et parfois chez les sportifs extrêmes, on a des remodelages impressionnants avec des cavités très dilatées. Et donc il est proposé on a chez ces malades-là qui sont très dilatés une impression visuelle et des paramètres de fonction classique volumique, que ce soit à droite ou à gauche, en faveur d'une dysfonction systolique. On a un VG très dilaté avec des fractions d'éjection qui sont au lourd de 45-50%. Et donc chez ces patients-là avec un remodelage physiologique, comparativement à des malades qui ont une CMD débutante ou une vraiment maladie du muscle, il est rapporté que leur strain, malgré la dilatation, reste dans les limites normales. Globalement, ça peut aider, lorsqu'on a des ventricules très dilatés, à faire la différence entre un début d'un remodelage pathologique ou un remodelage physiologique. Donc en clair, impression visuelle, fraction d'éjection, limite inférieure, mais strain préservé est en faveur d'un remodelage physiologique. Et pour le ventricule droit, il y a moins de données, mais on a dans le service la chance d'avoir un centre de référence sur les DVDA. Et je sais que Françoise Pousset, qui s'intéresse beaucoup à ce sujet, a souvent des malades sportifs, des marathoniens, etc., qui viennent pour une suspicion de DVDA. Vous savez qu'ils peuvent avoir quelques extrasystoles, des dilatés dans les sports d'endurance. Et le strain permet d'orienter plutôt vers un remodelage du sportif ou un début d'atteinte à une dysfonction. Mais c'est un sujet bien difficile, bien entendu. Une dernière question peut-être sur la fonction ventriculaire droite, c'est comment tenir des conditions de charge pour interpréter ce strain. Est-ce que tu tiens compte de cela en routine, Laurie ? Alors ça, c'est un point majeur et extrêmement important pour toutes les cavités. On n'en a pas reparlé, on l'avait évoqué lors des webinaires précédents, mais en effet, Stéphane l'avait bien dit, quand vous faites un strain ventriculaire gauche en cardio-oncologie, il faut vraiment qu'en systématique, vous ayez la pression artérielle de votre patient. C'est la même chose pour l'oreillette gauche. Et pour le ventricule droit, il faut probablement prendre en compte les pressions artérielles pulmonaires de votre patient. Donc tout ça, c'est vraiment des paramètres extrêmement importants à prendre en compte. La post-charge de votre cavité, elle va avoir un impact sur la déformation. Donc ça, il faut que ça soit noté, je pense, dans votre compte-rendu d'écho, parce qu'en effet, on peut se dire que des fois des variations de strain entre plusieurs échos
sont peut-être juste dues à la variation de la post-charge. Donc, il faut bien avoir cette idée-là en tête quand vous faites du strain, et c'est vraiment un des paramètres très importants. Tout à fait. Écoute, je vérifie juste qu'on n'a pas d'autres questions. Si, peut-être une question concernant l'oreillette gauche, mais tu as répondu déjà pour le ventricule droit. Est-ce qu'on doit tenir compte des conditions de charge pour interpréter le strain de l'oreillette gauche? Oui, donc c'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est un peu la même chose, hein. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. On doit tenir compte de ça. D'ailleurs, c'est un des intérêts du strain de l'oreillette gauche, tu l'as rappelé, dans l'évaluation des incidents cardiaques à fraction d'éjection préservée. Le strain longitudinal de l'oreillette gauche est particulièrement sensible au remplissage et donc aux pressions de remplissage, et dans le remodelage de l'oreillette, enfin, dans l'insuffisance cardiaque diastolique, on a une augmentation des pressions de remplissage qui induit une altération du strain avant des remodelages plus structurels, et ça peut nous aider à faire un diagnostic précoce. Eh bien, l'heure est venue maintenant de conclure. J'aimerais remercier chaleureusement l'ensemble des orateurs, à commencer par Laurie Soula-Dufour, qui vient de nous faire une nouvelle fois une présentation très intéressante concernant le strain, Stéphane Ellery, bien entendu, Ariel Cohen pour la coordination scientifique de cet événement. Vous remerciez vous d'avoir assisté à ces présentations. J'espère sincèrement qu'on a pu vous aider à mieux appréhender l'intérêt et les applications cliniques potentielles de cet outil qui doit, à notre avis, rentrer largement dans nos pratiques, en particulier sur le ventricule gauche, bien entendu, pour le diagnostic des atteintes infracliniques, mais pas que, on vient de le rappeler, et puis progressivement les autres atteintes, le ventricule droit, bien entendu, un vrai complément utile, et puis le strain de l'oreille gauche dans les indications pratiques sur la fonction réservoir et les indications que tu as rappelées. J'aimerais insister aussi sur répondre une nouvelle fois à l'interrogation de plusieurs participants. Vous avez la possibilité, bien entendu, de revoir l'ensemble des webinaires en différé. Vous allez recevoir dans les toutes prochaines heures ou jours, en tout cas, des liens pour vous permettre d'accéder à cela. Et puis, avant de conclure, je remercie bien entendu la société Philips qui nous a aidés à organiser ces présentations. Merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci à vous, bonne soirée.